Elles ont été bâties dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, à des dimensions phénoménales. Elles ont forcé leurs créateurs à repousser les limites de l'ingénierie avec une audace qui aujourd'hui encore nous stupéfie. Et c'est à l'ombre de leur génie que l'architecture et la sculpture ont évolué jusqu'à nos jours. Alors, en dévoilant maintenant les secrets du passé, nous allons pouvoir déchiffrer les mystères de leur construction, qui leur ont valu d'être appelés les 7 merveilles du monde. La Grande Pyramide est le seul des 7 plus grands chefs-d'œuvre architecturaux antiques à avoir survécu. Les autres ont disparu, emportant avec eux les secrets de leur histoire et de leur construction. Ils ont posé les bases du progrès humain et sont devenus les pierres angulaires de l'architecture et de la sculpture moderne. De la plus grande pyramide du monde au tout premier gratte-ciel, tous ces monuments ont nécessité des chantiers hors normes. Les hommes ont dû se surpasser pour conquérir leur démesure. Les 7 merveilles montrent que les hommes bâtissent pour impressionner, à une échelle presque inconcevable. Comme s'ils avaient voulu qu'on regarde ça en disant « est-ce possible ?» Confrontés à des obstacles quasi insurmontables, des architectes visionnaires ont entrepris de conquérir l'inconnu avec un succès extraordinaire. Il y a eu les jardins suspendus de Babylone, déployant leurs couleurs dans le ciel comme une oasis au milieu du désert. Je suis très intrigué par les jardins suspendus de Babylone. J'aimerais qu'ils soient encore là. Des 7 merveilles, c'est celle dont je regrette le plus la destruction. C'est si inhabituel, ça attise l'imagination. Cet espace exotique et mystérieux au milieu d'une plaine aride nous a toujours fascinés. Comment les Babyloniens l'ont-ils créé? Les jardiniers de l'Antiquité avaient une connaissance approfondie de l'horticulture. Mais quelles espèces pouvaient-ils cultiver dans les jardins suspendus? Les premières grues ont servi à construire le plus grand temple de marbre de l'histoire. Il était supporté par une forêt de colonnes cannelées hautes d'1,80 m. Comment les Grecs ont-ils réalisé un travail aussi délicat à une telle échelle? Armés de techniques simples, ils ont triomphé des problèmes les plus complexes. Des linteaux de marbre de 40 tonnes ont ainsi été positionnés au millimètre près. Ça prouve l'inventivité de ces premiers architectes grecs, qui bâtissaient des édifices monumentaux avec d'énormes blocs de pierre nécessitant l'utilisation de technologies nouvelles. Un de ces procédés ingénieux est à l'origine de la plus belle sculpture jamais réalisée. La statue géante de Zeus, peaufinée jusque dans le moindre détail. Comment a-t-on fait pour modeler une figure d'ivoire plus haute qu'un immeuble de 4 étages? À cette échelle, les matériaux devaient avoir une lumière et un éclat incomparables qu'on ne peut qu'imaginer. Le sculpteur avait une méthode secrète pour façonner l'ivoire. Mais comment a-t-il obtenu un tel réalisme? L'originalité de son œuvre a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles. Le phare d'Alexandrie était l'un des premiers gratte-ciel du monde avec une hauteur de plus de 120 mètres. Comment cet édifice a-t-il été érigé sans l'aide des machines modernes? Sa lumière dorée se voyait à 80 km à la ronde. Quel mécanisme pouvait projeter un rayon si puissant? Pendant des siècles, ces secrets sont restés ensevelis sous l'océan. Nous y sommes. Le site sous-marin est ici.
Aujourd'hui, un archéologue marin et son équipe exhument les vestiges du fond des mers pour savoir à quoi ressemblait le phare. Ce sont ces 7 merveilles qui nous ont enseigné les techniques de construction moderne. C'est grâce à l'invention de la grue dans l'Antiquité qu'on a pu et qu'on peut encore hisser de lourdes charges au sommet d'un bâtiment. Les peuples antiques osaient construire haut. Il y a encore un siècle, la Grande Pyramide restait le bâtiment le plus élevé du monde. Ce n'est qu'avec l'ingénierie moderne que nous avons pu aller encore plus haut et concevoir ainsi nos plus beaux gratte-ciel et même des structures entièrement en verre. Ce que j'ai surtout appris, c'est à respecter les proportions de cette pyramide. Les Égyptiens ne s'étaient pas trompés il y a 4000 ans. Les anciens bâtisseurs prenaient des risques pour accomplir l'impossible. Aujourd'hui, plus rien n'est laissé au hasard. L'informatique permet d'élaborer des projets autrefois irréalisables. Et ça nous autorise à faire preuve d'audace. Parmi les premiers projets assistés par ordinateur figure l'Opéra de Sydney, une structure très inhabituelle. Mais si nos constructions s'élancent désormais jusqu'aux cieux, leurs fondations sont ancrées dans le passé. Elles reposent sur les 7 merveilles du monde, qui continuent à nous confondre et à nous émerveiller après plusieurs milliers d'années, et trouvent leurs origines dans la Grèce antique. Les merveilles étaient toutes au sein de l'Empire créé par Alexandre le Grand, qui s'étendait à l'est jusqu'à l'Inde et au sud jusqu'à l'Égypte. Alexandre avait transformé le monde grec. Et grâce à ses conquêtes, la Grèce était entrée dans une période de splendeur et de raffinement. À bien des égards, l'idée même des 7 merveilles est inconcevable sans Alexandre le Grand. Ce sont ses conquêtes à l'Est qui ont formé le grand empire hellénistique dans lequel les merveilles ont pu exister. Alexandrie, du nom du général macédonien, était devenue une métropole exceptionnelle et le siège de toutes les connaissances. C'est ici, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'a été dressée la toute première liste des merveilles du monde. Alexandrie était le grand centre académique de l'époque, et l'un des plus fameux érudits de sa célèbre bibliothèque était Callimaque. Il a écrit un livre dans lequel il semble avoir établi la liste des 7 merveilles telle que nous la connaissons. Mais le livre de Callimaque a disparu. Et la liste la plus ancienne se trouve de ce fait dans une épigramme du IIe siècle avant Jésus-Christ, dont l'auteur est un poète grec du nom de Antipater de Sidon. J'ai vu les murs de l'antique Babylone sur lesquels courent des chars, et le Jupiter sur les rives de l'Alphée. J'ai vu les jardins suspendus et le colosse du soleil, l'immense construction des hautes pyramides et le magnifique tombeau de Mosol. Mais depuis que j'ai vu le temple de Diane qui s'élance dans les nues, toutes les autres merveilles se sont trouvées éclipsées. C'est qu'à l'exception de l'Olympe, le soleil, dans aucune contrée, n'a rien vu qui soit comparable. Mais pourquoi y avait-il 7 merveilles ? Le symbolisme du 7 remonte sans doute à Babylone, d'où nous vient par exemple la semaine de 7 jours. Tout ça semble lié à l'idée d'un mois lunaire de 28 jours divisé en 4 phases de 7 jours chacune. Pour les Grecs, il y avait 7 planètes, dont la Lune et le Soleil. L'importance du chiffre 7 avait donc une explication naturelle. Après Antipater, la liste évolua au fil des siècles, à mesure que les civilisations successives l'enrichissaient de leurs propres chefs-d'œuvre. Les Romains y ajoutèrent le Colisée. Les auteurs chrétiens, l'Arche de Noé et le Temple de Salomon à Jérusalem. Mais l'index actuel des 7 merveilles du monde date de la Renaissance. Quand l'artiste hollandais Maarten van Heemskerck découvrit Rome au XVIe siècle, le patrimoine classique de la ville l'impressionna tant qu'il s'en inspira dans une série de gravures des 7 merveilles.
Il a manifestement été influencé par les monuments romains qu'il a vus là-bas, et il s'en est servi comme base pour représenter les 7 merveilles. Les gravures de Heemskerk étaient très éloignées de la réalité. 6 des merveilles avaient déjà disparu et il n'en avait aucune représentation. Mais son œuvre définit la liste telle que nous la connaissons. À savoir, le phare d'Alexandrie, le plus grand phare du monde, le colosse de Rhodes, une statue de bronze gigantesque, le temple d'Artémis, le temple de marbre le plus vaste, le mausolée d'Halicarnasse, le tombeau le plus fastueux, la statue de Zeus, plus vivante que nature, les jardins suspendus de Babylone, de la verdure en plein désert, et la plus ancienne, la Grande Pyramide. Si les merveilles se trouvaient toutes au sein de l'Empire hellénistique, il n'y en avait qu'une qui était véritablement sur le sol grec. En 480 avant Jésus-Christ, les Perses envahirent la Grèce. La même année, les hommes du roi Xerxès prirent Athènes et détruisirent presque entièrement la cité. Mais les Grecs résistèrent et finirent par triompher. En 461 avant Jésus-Christ, Périclès prit le pouvoir. Puisant dans le trésor de guerre, il commanda plusieurs monuments destinés à commémorer la victoire d'Athènes. Parmi eux, un nouveau temple dédié à la déesse Athéna, le Parthénon. Il était orné de frises somptueuses, dont les plus célèbres restent les marbres elgins. Périclès avait fait appel aux plus grands sculpteurs de l'époque, et il fut tellement impressionné par le dénommé Phidias qu'il lui confia également les travaux de décoration. Phidias était le futur Michel-Ange de la Grèce antique. On lui commanda une statue d'Athéna pour l'intérieur du Parthénon. Il imagina alors une déesse toute d'or et d'ivoire de 12 mètres de haut. Les commandes se multipliaient à travers le pays, engendrant une concurrence féroce entre les artistes. Phidias tenait à voir son Athéna éclipser toutes les statues de Grèce. Le grand exploit de Phidias, c'est d'avoir tenu son pari. Et quand il a eu fini la statue d'Athéna, toutes les cités grecques ont voulu la même. Le sculpteur était porté au nu, mais sa réputation fut bientôt ternie par un scandale. Une fois la statue terminée, il ne parvint pas à justifier la provenance de tout l'or utilisé. Déterminé à détrôner son puissant mécène, certains l'accusèrent d'escroquerie. Heureusement pour lui, la nouvelle de son talent extraordinaire s'était déjà répandue dans toute la Grèce. Olympie lui commanda une statue de Zeus pour son temple. Alors, en 438 avant Jésus-Christ, Phidias fuit ses détracteurs et quitta Athènes pour Olympie. Le site des Jeux Olympiques était dominé par un temple qui n'attendait plus que son chef-d'œuvre. Les Jeux attiraient des concurrents venus de tout le monde hellénique. Pendant l'événement, les guerres s'interrompaient en l'honneur de Zeus, le roi des dieux. Phidias arriva à Olympie pour réaliser sa nouvelle commande. Sa réputation était en jeu et il alla aussitôt voir le grand temple. Il semble qu'après avoir vu ou entendu parler de la statue à Athènes, les Éléens se soient dit « on en veut une aussi et on veut que ce soit Phidias qui la fasse ». Et ils lui en ont donc commandé une. Avant Phidias, l'ivoire n'était sculpté qu'à petite échelle.
Mais l'artiste décida que sa statue de Zeus ferait plus de 12 mètres. Elle devait occuper toute une extrémité du temple. Le monument était trop grand pour être sculpté dans des blocs d'ivoire. Phidias mit donc au point un procédé qui n'a jamais été surpassé depuis. La structure de l'ivoire est telle qu'on peut le dérouler. C'est un peu comme peler un oignon ou tailler un crayon au taille-crayon. On tourne et on obtient une bande d'ivoire fine et étroite. Personne n'avait pensé à faire ça avant lui. C'était tout nouveau. Le sculpteur avait une méthode secrète pour assouplir l'ivoire. La plupart des formules antiques se sont perdues. Le professeur Kenneth Lapatin est le premier à les avoir redécouvertes. Certaines étaient plutôt bizarres, comme d'envelopper les défenses dans une peau de poisson. Je n'ai jamais essayé. D'autres conseillaient de les faire bouillir 3 jours avec des racines de mandragore. Ça m'a paru dangereux. Ou encore de les tremper dans l'huile. Ça n'a pas marché. Par contre, je les ai fait tremper dans le vinaigre et ça a fonctionné. Ce qui se passe, c'est que l'ivoire est une dent, composée essentiellement de calcium. Une partie des composants chimiques s'évapore et il devient souple et flexible. On peut alors le mouler à la forme voulue et le faire durcir comme ça. Phidias a eu l'idée géniale de combiner les techniques de différents métiers pour fabriquer cette merveille. Phidias et ses assistants façonnèrent ainsi le moindre détail avec un soin méticuleux. Les plaques d'ivoire devaient s'emboîter parfaitement. Elles venaient se fixer sur une armature en bois qui servait de charpente à la statue. Celle-ci fut ainsi fabriquée morceau par morceau pour atteindre une hauteur totale de 13 mètres. Le sculpteur travailla plus de 7 ans avant de s'estimer enfin satisfait de son œuvre. Zeus put alors être assemblé dans le temple. La statue était très réputée, mais ça n'empêchait pas d'avoir un choc en entrant dans le temple et en la voyant. Contrairement aux autres merveilles, elle n'était pas visible de loin. Il fallait entrer dans le temple, et là, on la découvrait d'un coup. Bon sang, qu'est-ce que c'est grand! Au 1er siècle, l'auteur Strabon a critiqué sa composition révolutionnaire. L'artiste paraît n'avoir pas respecté les justes proportions. Il a représenté le dieu assis, donnant ainsi l'impression que s'il se redressait de toute sa taille, il soulèverait le toit de l'édifice. Zeus est assis, immobile. Il tient les emblèmes du pouvoir, une victoire dans la main droite et un sceptre dans la gauche. Mais il ne fait rien. Et son immobilité lui confère davantage de pouvoir, car elle suggère l'action à venir. Il est très vigilant, et cette impassibilité est devenue la marque de fabrique du style classique. On retrouve les caractéristiques du Zeus de Phidias dans diverses œuvres d'art à travers les siècles. Des icônes byzantines du Christ aux statues des présidents américains du XXe siècle. En 1914, Daniel Chester French entreprenait la construction de la statue du Lincoln Memorial. Reprenant la composition du Zeus d'Olympie, il assembla 28 éléments en marbre. Mais il n'avait pas étudié la lumière avec le même soin que Phidias. Il ne tarda pas à découvrir que par temps gris, la statue perdait son relief. Et il dut avoir recours à une installation lumineuse complexe. On critiqua également les dimensions de son œuvre. Ses commanditaires la trouvaient trop petite, et pour les satisfaire, Daniel French dut doubler l'échelle.
Mais même ainsi, la statue de Lincoln était moitié moins haute que celle de Zeus. Plus de 450 ans après la réalisation du chef-d'œuvre de Phidias, des soldats et des ouvriers romains arrivèrent à Olympie, chargés d'une mission spéciale. L'empereur Caligula avait exigé qu'on lui rapporte la statue à Rome pour mettre sa propre tête dessus. Mais la légende raconte que Zeus éclata soudain d'un rire si violent que l'échafaudage s'effondra et que les ouvriers s'enfuirent. Heureusement pour eux, leur cruel empereur fut assassiné avant qu'ils ne reviennent à Rome les mains vides. En 391, l'Église chrétienne interdit les cultes païens et ferma les temples. Les Jeux olympiques s'arrêtèrent et le grand sanctuaire d'Olympie se délabra peu à peu. La statue de Zeus, alors âgée de 800 ans, fut achetée par Lausos. Ce chambellan de la cour impériale de Constantinople la fit transférer dans son palais avec le reste de sa collection. Mais la merveille de Phidias ne survécut pas longtemps. Un incendie détruisit l'ensemble du palais, réduisant en cendres la plus belle statue de tous les temps. L'art et l'architecture grecques ont exercé leur influence jusqu'à la Perse, ennemie de la Grèce. À l'extrémité occidentale de l'Empire perse se trouvait autrefois la grande cité d'Halicarnasse. Aujourd'hui rebaptisée Bodrum, c'est devenu une petite ville touristique de l'actuelle Turquie. Au premier abord, on imagine mal qu'elle ait pu abriter l'une des 7 merveilles du monde. Mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était la capitale d'un puissant empire maritime. Face au port, on peut encore voir les vestiges d'un tombeau, le plus grand jamais construit. Ce bâtiment d'une hauteur de 43 mètres, mêlant des styles variés, était couvert d'innombrables statues. C'est lui qui a donné le mot mausolée, qui sert désormais à désigner une sépulture monumentale. Son architecture a été copiée dans le monde entier, depuis la loge maçonnique de Washington jusqu'au mémorial du souvenir de Melbourne, en Australie. On doit la création de cet ouvrage hors du commun au narcissisme d'un personnage historique extraordinaire et méconnu, le roi Mosol. Ce gouverneur perse ou satrape régnait sur une province appelée la Carie. Réputé pour ses excentricités, Mosol avait épousé une de ses sœurs, Artémise. Fantasque et têtu, il avait fondé une dynastie basée sur un pouvoir tyrannique. Mosol épousa sa sœur aînée, Artémise. Et c'est d'autant plus curieux qu'avant lui, il ne semble pas y avoir eu de mariage entre frères et sœurs dans la famille. Dès son couronnement en 377 avant Jésus-Christ, Mosol protégea farouchement son royaume. Les ruines de la porte de Mindos sont tout ce qui reste des grands remparts qui entouraient la cité sur 11 kilomètres. Le roi construisit également une flotte d'une centaine de navires. Comme le voulait la tradition perse, il résidait dans un palais-forteresse dont on pense qu'il se trouvait à la place de l'actuel château. Mosol était manifestement un personnage puissant qui savait s'imposer en politique comme à la guerre. Mais si ces hommes étaient toujours prêts à repousser l'envahisseur, Mosol restait ouvert à la culture grecque. Grisé par la vision de sa propre grandeur, il décida la construction d'une vaste sépulture. Pour en dessiner les plans, il engagea Pythéos, un architecte grec inconnu et peu conformiste. On ne sait pas exactement d'où il venait, mais c'était un pionnier, sans doute le principal théoricien de l'architecture au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il avait des idées très arrêtées sur ce qu'il convenait ou non de faire en architecture.
Les sépultures royales faisaient partie de la culture perse. Mosul avait suivi l'exemple du roi Cyrus le Grand, mais il voyait beaucoup plus grand. Pythéos lui dessina un tombeau extraordinaire, un monument qui défiait les conventions de l'époque. Avec ses 43 mètres de haut, il était 2 fois plus élevé que toutes les autres constructions, à part la Grande Pyramide. Un ouvrage unique qui mariait des styles empruntés à différents pays. Pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, le sommet était surmonté d'un gigantesque quadrige. Au-dessus, le toit à gradins s'inspirait des pyramides égyptiennes. Il était supporté par les colonnes caractéristiques des temples grecs. Plus bas, des statues géantes formaient une frise, encore une innovation architecturale. La base de l'édifice était réservée à la chambre mortuaire dont la construction nécessita à elle seule 12 000 tonnes de pierre. Mosul voulait que son tombeau soit bâti sur un site funéraire royal déjà existant, mais ses dimensions monumentales rendaient la chose difficile. Les fondations du mausolée qu'il fallut ancrer à 6 mètres de profondeur furent rapidement inondées. Après les avoir drainées, Pythéos en améliora l'étanchéité en liant la maçonnerie. Il utilisa des agrafes métalliques ou queues d'aronde pour fixer chaque bloc au suivant et des chevilles pour tenir les assises. Pour assembler les colonnes, il perça un trou afin de glisser une barre de métal, soudant chaque section à la précédente. Un procédé encore utilisé de nos jours. Ces pierres ont été attachées ensemble pour offrir une meilleure résistance. Dans l'Antiquité, ils avaient déjà compris que pour répartir efficacement le poids entre les blocs de pierre, surtout dans les grandes structures, il fallait les agrafer ou les cheviller ensemble. Ainsi, même s'il y avait un point faible dans les fondations, le bâtiment résistait mieux. Si le mausolée est devenu une des 7 merveilles du monde, c'est grâce aux statues 2 fois plus grandes que nature qui l'ornaient. Chacune de ces figures héroïques perchées sur des corniches pesait plusieurs tonnes. Pendant le chantier, on a fait de grands progrès dans le domaine des grues et des engins de levage. C'étaient des constructions massives, en bois, montées sur roues et capables de soulever des charges à 40 mètres de haut. Il nous paraît tout naturel d'avoir des machines à notre disposition sur les chantiers. Cette poutre pèse environ 1,5 tonne. C'est grâce à l'invention de la grue dans l'Antiquité qu'ils ont pu et qu'on peut aujourd'hui soulever des charges lourdes en haut d'un bâtiment, rapidement et avec précision. La statue la plus lourde était au sommet du mausolée. Une gigantesque sculpture de Mosol et d'Artémise dans un char tiré par 4 chevaux. Depuis, l'idée révolutionnaire de mettre une statue au sommet d'un monument a été reprise sur de nombreux arcs de triomphe. Mosol ne vit pas sa sépulture terminée. Il mourut en 352 avant Jésus-Christ et son corps fut enterré à l'intérieur du mausolée. Artémise, sa sœur et veuve, s'avéra encore plus formidable. À la mort de son mari, elle prit sa place sur le trône, une première dans le monde antique, et poursuivit la construction du tombeau. Pendant son règne, elle se montra aussi brave que son ancêtre, Artémise Ière, dont le courage avait poussé le roi perse Xerxès à s'exclamer que ces hommes étaient devenus des femmes et ces femmes des hommes. Il y a l'épisode célèbre des Rhodiens qui décidèrent d'attaquer Halicarnasse à la mort de Mosol alors qu'Artémise était au pouvoir, en pensant qu'il pourrait facilement vaincre une faible femme.
Mais elle s'est montrée plus habile qu'eux et les a même capturés. Ensuite, elle a attaqué avec la flotte d'Halicarnasse et elle a pris Rhodes. Malgré cette apparente invincibilité, la mort de son frère avait affaibli son esprit. Et son déclin tragique a inspiré de nombreux artistes de la Renaissance. Elle vouait manifestement un véritable culte à son frère. On raconte même qu'après sa mort, elle aurait mélangé ses cendres à son vin et les aurait bu. C'est sans doute aussi pour ça qu'elle ne lui a pas survécu longtemps. Après un règne de seulement 2 ans, Artémise mourut à son tour. Elle fut enterrée aux côtés de Mosol, son frère et époux. Ensemble, ils rejoignirent l'autre monde dans leur quadrige. Le tombeau fut finalement achevé en 350 avant Jésus-Christ. Son jeune frère et sa jeune sœur se marièrent également avant que la dynastie ne s'éteigne. Le mausolée resta un objet d'admiration jusqu'à sa destruction partielle par un séisme au XVe siècle. Les blocs de pierre furent utilisés pour la construction du château Saint-Pierre, dans le port. La plupart des statues qui faisaient du mausolée une des 7 merveilles furent transformées en ciment dans des fours à chaux. Toujours sur la côte perse, à 160 km au nord d'Halicarnasse, se dressait autrefois le plus grand temple de marbre jamais construit. Éphèse était alors la cité la plus riche d'Asie mineure et le principal port de la mer Égée. Le temple dédié à la déesse Artémis attirait les pèlerins qui venaient en masse visiter son sanctuaire. Artémis était une déesse maternelle dont les nombreux seins symbolisaient la fertilité féminine. Et en 550 avant Jésus-Christ, le roi Crésus, réputé pour sa fortune, finança la construction d'un temple en son honneur. L'architecte engagé pour en dessiner les plans s'appelait Chersiphron. Malgré sa grande expérience des temples, il n'en avait encore jamais bâti à une telle échelle. Les temples comme celui d'Éphèse sont intéressants, car ils comptent parmi les toutes premières œuvres monumentales de l'architecture grecque. Chersiphron avait probablement visité les temples de Thèbes en Égypte, et il s'inspira de leurs forêts de colonnes. Il choisit de construire le temple d'Artémis entièrement en marbre et de le doter de 126 colonnes géantes. Le premier défi consista donc à assurer un approvisionnement constant en gigantesques blocs de marbre. Les carrières étaient à 11 km du chantier et certains blocs pesaient jusqu'à 40 tonnes. L'ingénieur Scott Steedman a étudié les difficultés liées à leur transport. Il y a toute une controverse sur la façon dont les anciens déplaçaient les charges lourdes. Bien sûr, on sait qu'ils les traînaient. Mais pour traîner une pierre, il faut surmonter l'énorme friction qu'exerce le poids de la pierre sur les patins, en dessous. Si on cherche un système autre que le halage, on peut balancer les blocs ou même les faire rouler. Voici la reproduction d'un système de bascule dans lequel la pierre est attachée entre 2 énormes bascules en bois. C'est un moyen très efficace pour surmonter la friction. Vous voyez comme il est facile de déplacer un objet même très lourd. On peut le manœuvrer, le faire tourner et le hisser en haut d'une rampe avec beaucoup moins d'hommes que pour le halage. Les méthodes de Chersiphron pour déplacer les blocs étaient proprement révolutionnaires. Il avait inventé un rouleau ingénieux tiré par des bœufs.
Les éléments circulaires des colonnes étaient tout simplement roulés sur le sol à l'intérieur d'un cadre tiré par des bœufs. Mais c'était plus compliqué pour les éléments rectangulaires, dont certains étaient énormes. Les plus grandes architraves faisaient presque 9 mètres de long. Et pour les transporter, il a encastré les extrémités dans des structures en bois en forme de roue, qu'il a ensuite attelées à des animaux. Le temple mesurait 55 mètres sur 110, soit près de 2 fois la surface du Parthénon. Il était entouré d'une double rangée de colonnes de 18 mètres de haut. L'une des plus grandes difficultés résidait dans l'installation des linteaux géants en haut des colonnes. Ces blocs pèsent entre 5 et 10 tonnes chacun. Alors comment les Grecs ont-ils fait pour hisser de telles charges en haut d'un temple? On sait que dans l'Égypte antique, on utilisait une grue en porte-à-faux appelée chadouf pour puiser de l'eau. Et on sait que les Grecs utilisaient le même principe, mais à plus grande échelle sur les quais, pour soulever des cargaisons ou même des navires. On peut donc tout à fait envisager qu'ils aient eu recours au même genre de grue à l'intérieur du temple, en la fixant sur un monticule en terre et en pierre, de façon à élever une plateforme à mi-chemin du sommet et à obtenir l'effet de levier nécessaire pour arriver tout en haut. Contrairement aux Égyptiens, les ouvriers de Chersiphron disposaient d'outils en fer. Les colonnes de marbre pouvaient ainsi être cannelées et sculptées, mais cela les rendait d'autant plus fragiles. La grande difficulté quand on manœuvre ces énormes blocs de pierre, c'est de parvenir à les mettre en place avec précision. Il faut des procédés qui permettent un réglage minutieux et des petits déplacements. Les linteaux en marbre de 40 tonnes devaient être placés exactement dans la bonne position. Sinon, le temple tout entier risquait de s'écrouler comme un château de cartes. Quand il fallut placer la dernière section, Chersiphron envisagea de mettre fin à ses jours. Les Égyptiens avaient rencontré le même problème pour descendre un sarcophage de 60 tonnes dans un puits de 30 mètres. Et la solution trouvée était simple. Ils ont rempli le puits de sable et ont placé le sarcophage au-dessus. Puis ils ont creusé un puits latéral qu'ils ont peu à peu vidé pour faire descendre le sarcophage. L'architecte grec a adapté ce procédé égyptien à sa situation. Une des techniques de Chersiphron était d'entasser des sacs de sable et de poser l'architrave dessus. On retirait ensuite le sable à la base pour faire descendre l'architrave petit à petit. Cela permettait de la manipuler en douceur et avec précision. Au fur et à mesure que le sable s'écoulait hors des sacs, la pierre se mettait lentement en place. Le chantier du temple d'Artémis dura 50 ans et Chersiphron ne put le voir achevé. C'est son fils qui lui succéda et en termina la construction. Le monument devint vite une grosse attraction touristique. Et puis, la nuit de la naissance d'Alexandre le Grand, ce fut le drame. À en croire la légende, la déesse Artémis avait quitté son sanctuaire pour se rendre auprès d'Alexandre. Durant son absence, un pyromane déterminé à entrer dans l'histoire réduisit le temple en cendres.
En 356 avant Jésus-Christ, il y avait un homme dont on dit qu'il était fou, Érostrate. Consumé par le désir de gloire et l'espoir de voir son nom immortalisé pour l'éternité, il a incendié le temple. Le toit et les escaliers du temple étaient en bois. Dès qu'une poutre tomba en emportant une des colonnes, l'effondrement devint inévitable. Même si son nom fut condamné à l'oubli en punition de son terrible crime, Érostrate a réussi à accéder à la gloire à titre posthume. Mais le temple d'Artémis devait connaître une seconde vie. Quelques décennies plus tard, il fut rebâti et devint l'une des 7 merveilles du monde. Pendant sa reconstruction, Alexandre le Grand conquit tout l'est du pourtour méditerranéen et intégra ainsi 2 civilisations antiques à l'empire hellénistique, Babylone et l'Égypte. Le Caire, capitale de l'Égypte. C'est ici que se trouve la plus ancienne des 7 merveilles. La Grande Pyramide est au cœur de la culture égyptienne. En bordure de la ville, le plateau de Gizeh abrite un vaste complexe funéraire. Les pyramides sont les tombeaux des pharaons. Pointées vers les cieux, elles assurent au roi un voyage serein jusqu'à l'autre monde. Pharaon était enterré à l'intérieur d'une chambre funéraire secrète. Dans la mort comme dans la vie, il était vénéré, craint et respecté. Des 80 pyramides de l'Égypte antique, la Grande Pyramide est la plus imposante. Elle fut bâtie en 2560 avant Jésus-Christ pour Khéops. Comme tous les pharaons, Khéops était plus qu'un roi. Pour les Égyptiens, il était l'incarnation d'un dieu descendu sur terre. La Grande Pyramide est le plus grand monument en pierre du monde. Comparé à elle, tous les autres semblent minuscules. Elle est presque aussi haute que l'obélisque de Washington et pourrait contenir jusqu'à 5 cathédrales. Et pourtant, elle fut bâtie sans aucune machine, ni même un outil en fer. Comment les anciens Égyptiens ont-ils accompli un tel exploit? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote tenta de répondre à cette question en se basant sur les histoires que se transmettaient les prêtres locaux. Mais le récit qu'il nous a laissé n'est pas fiable. Le pharaon Khéops contraignit ses sujets à travailler comme des esclaves pour lui. Les uns furent occupés à traîner les pierres qu'on tirait des carrières des monts d'Arabie jusqu'au Nil. On employait à ce travail 100 000 hommes, renouvelés tous les 3 mois. L'iniquité de Khéops n'est pas quelque chose qu'on peut considérer, en tout cas dans l'œuvre d'Hérodote, comme un fait historique avéré. Loin de là. Amplifiées tout au long de l'ère chrétienne, les inexactitudes d'Hérodote ont été popularisées par Hollywood. Dans ces films, ce sont toujours des esclaves qu'on voit construire les pyramides. Les esclaves peuvent construire des choses gigantesques, mais rien qui ait du génie. Pour ça, il faut travailler avec amour et être convaincu qu'on bâtit la tombe d'un dieu. Il était du devoir de chaque Égyptien d'assurer le passage du pharaon dans l'autre monde. Les paysans étaient réquisitionnés par l'État pour travailler sur ces chantiers, car il n'y avait pas d'esclaves. Les Égyptiens n'avaient pas de système d'esclavage au sens grec ou romain du terme. Mais si l'esclavage n'existait pas, les ouvriers étaient enrôlés comme dans une armée. Pendant la crue annuelle, les paysans travaillaient à la construction des pyramides pour ne pas mourir de faim.
Malgré tous ses défauts, le système de gouvernement égyptien a été un des plus réussis de l'histoire humaine. C'est un système qui a duré plus de 3000 ans. Et pour durer aussi longtemps, il faut un certain degré d'adhésion de la part de la population. La Grande Pyramide se compose de plus de 2 millions de blocs de pierre. Sa construction représente un véritable exploit architectural. Mais a-t-il réellement fallu 100 000 hommes pour la bâtir ? Les Égyptiens n'en étaient pas à leur coup d'essai, et leur chaîne de fabrication était déjà bien rodée. Au lieu des 100 000 esclaves cités par Hérodote, le chantier ne mobilisa que 20 000 ouvriers. Et au lieu des soldats armés de fouets, il y avait des gens qui soignaient les malades et les blessés. Les Égyptiens faisaient venir des médecins sur le site. Beaucoup d'ouvriers avaient une main cassée et quelqu'un leur avait posé une attelle en bois. Pareil pour la jambe. Dans toutes les tombes qu'on a trouvées, les squelettes d'hommes et de femmes révèlent que ces gens ont eu le dos abîmé par la manutention de charges lourdes. Ils sont morts pendant la construction des pyramides. Le choix du plateau de Gizeh s'explique par la quantité et la qualité de la pierre qu'on y trouve. Les hommes vivaient sur place dans des quartiers spéciaux. Ils se rasaient la tête pour éviter les poux. Travaillant en groupe, ils tiraient les blocs de pierre depuis la carrière sur des traîneaux. Sur la tombe d'un noble, une illustration montre le procédé à grande échelle. Les ouvriers déplacent un colosse. Souvent, on installait des traverses ou des patins pour réduire la friction. Mais il n'y avait pas de rondins sous le traîneau. Je sais qu'Hollywood et l'industrie du cinéma adorent les rondins. On peut écraser plein d'Israélites sous les rondins. C'est très vendeur. Mais on n'a jamais trouvé la moindre trace de rondin. Sur les genoux de la statue, il y a quelqu'un qui tape dans ses mains et qui dit, comme l'indique le texte égyptien, « Jehuti-hotep Meri Nesu ». C'est une façon de maintenir la cadence, pour que tous les ouvriers tirent en même temps. Ça rythme l'opération. C'est dans la partie inférieure de la pyramide que se trouvent les plus grosses pierres, qui pèsent au moins 5 tonnes. Mais même si les blocs étaient posés au rythme d'un toutes les 2 minutes, il a fallu 23 ans pour achever la pyramide de Khéops. Dans la mesure où il y avait du temps, une main-d'œuvre disciplinée et toutes ces techniques, les Égyptiens ont pu réaliser ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui encore, la construction de la Grande Pyramide reste l'aventure la plus extraordinaire de l'histoire de l'architecture. L'élément fondateur de toutes les merveilles à venir.